Victor, merci d'avoir invité mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans ce lieu particulièrement? C'est un bar belge. Et comme je viens de Belgique, et ben voilà, il y a de la bonne bière, il y a des frites. On habite dans ce quartier, mais donc forcément c'est en bas de la maison. Je viens souvent lui commander parce qu'il a des bonnes bières ici, qu'on trouve pas partout. D'accord. Il fait que les bières belges en bouteille et au fût et il fait rien d'autre. Ok. Il y a des frites. Et des frites. Le mec a tout compris. Bon, ben, on a tout pour passer une bonne Voilà, soirée. exactement. Bon, écoute, moi, la raison pour laquelle je voulais t'inviter et qu'on discute un petit peu, c'est parce que j'ai toujours trouvé que ton parcours était très inspirant. Bon, je sais que tu viens de Belgique, je sais que tu es aussi arrivé en tant qu'étudiant en MBA d'abord. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui a fait, quand est-ce que tu es venu et ce qui a fait que tu es venu faire un MBA en Corée du Sud? En fait, j'avais déjà habité en Asie avant, à Singapour et en Thaïlande, à Bangkok. Et en rentrant en Belgique, je me suis dit, et aussi avec ma fiancée, on avait vraiment envie de revenir en Asie. Et il y avait une bonne piste qui était les MBA. Donc c'était soit Hong Kong, soit Singapour. C'est typiquement la voie qu'on choisit. Et il y a un moment la Corée qui est apparue, parce qu'ils offrent énormément de bourses aux élèves étrangers. Parce qu'ils se sont rendus compte que leurs MBA sont très bons, le niveau est très bon. Mais ils n'ont pas assez de visibilité internationale. Okay. Et comme ils n'ont pas assez de visibilité internationale, ils ne sont pas assez bien classés dans tous les classements mondiaux en fait. Et donc maintenant, ils offrent de plus en plus de bourses aux étudiants étrangers pour attirer les étrangers et pour remonter dans le classement. Parce que le niveau scolaire est là. Okay. Et donc, voilà, j'ai applayé, évidemment, il faut passer des GMAT et tout ça, mais ça va assez vite. Et puis là, ils m'ont offert une bourse, et donc on est venu ici. J'ai eu la chance aussi que ma fiancée me suive. Et voilà, ça s'est bien passé, c'est le programme génial, haut niveau. Okay. C'était quelle université déjà? C'était Sogan. Okay, mais il y a Yonsei, le meilleur MBA c'est Song Yuk-Hwan. Okay. Tu as réussi à transformer ça dans un job à plein temps ici, en Corée du Sud. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment s'est fait cette transition et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? À la fin du MBA, il y avait deux choix. Soit on fait une thèse, soit on fait un stage. J'ai vite choisi le stage. Et là, finalement, en allant en chambre de commerce, aux events, parce qu'il y a plein d'events qui se passent ici en Corée, c'est hyper actif. Et donc il y a tout le temps une chambre de commerce ou un business club qui ouvre. Et donc j'y allais beaucoup. Vraiment, j'y allais. On se présente et à un moment, j'ai rencontré mon futur patron je lui ai dit je cherche un stage, une fois, 2, 3, 4, 5 rendez-vous. Là, après, ça a marché. Je lui ai dit, je cherche un stage. Il m'a dit, écoute, viens. Ça a marché avec les ressources humaines, ça a commencé, j'ai fait un stage de 6 mois, j'ai travaillé dur et puis après ça a continué en CDD et puis contrat à plein temps. Ok, et donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et donc maintenant je travaille chez Nokia, qui est un des acteurs principaux ici en Corée sur la 5G. Parce que la 5G ici, la 5G en Corée, c'est le premier pays au monde. Donc c'est même la 4G, c'est le premier pays au monde. Donc c'est les premiers qui l'ont lancé. Donc évidemment ils devaient tenir leur rang, donc ils ont lancé la 5G il y a plus d'un an. Ils ont lancé ça en mars 2019. Là on est en 2020, donc ça fait plus d'un an. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, ils ont passé les 7 millions d'abonnés à un contrat 5G, un contrat téléphone à 5G. C'est énorme. Ce que j'ai, quand je suis arrivé en Corée et que j'ai souscrit chez KT, donc, ils m'ont proposé un abonnement en 5G et ça faisait partie en fait des tout premiers abonnements. Et puis il y avait des offres couplées avec des smartphones Samsung à très bon prix, donc c'était une belle manière d'engager. Tu payais en plusieurs fois. Et donc il y avait des réductions, il y avait plein de choses qui rendaient l'offre très intéressante. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que c'est vrai qu'on parle, moi j'ai travaillé chez Samsung aussi en France, au gré du temps, c'est vrai qu'on parle toujours de la Corée comme un pays qui, d'un point de vue télécommunications, infrastructure, réseau, est toujours très en avance, ou au moins parmi les plus avancés dans le monde. Est-ce que, au-delà du fait d'être les pionniers et les premiers à lancer certaines choses, il y a d'autres explications qui peuvent expliquer pourquoi ce marché si particulier est considéré comme en avance?
Alors déjà la Corée, ils sont, je trouve, hyper, pour utiliser un anglicisme, très tech savvy. Donc ils adorent la technologie, ils sont toujours à la recherche de la dernière technologie. Et aussi, et ça il faut le dire, le gouvernement pousse énormément. Donc ne fût-ce qu'en Smart City, la Corée en avance. On prend Sejong, Busan, Delta City, qu'est-ce qui pousse à ça? C'est le gouvernement qui finance derrière, donc qui amène de l'incentive aux entreprises derrière pour ensuite que la machine prenne. Et ça, le gouvernement, par exemple, même là on est en termes de Covid, là la Corée dit nous on veut bien relancer, on met des milliards pour relancer l'économie, mais on veut que ce soit axé sur des sujets comme la 5G. Donc ils poussent à ça, il y a vraiment une infrastructure, il y a le politique qui suit derrière, pour que technologiquement la Corée ait toujours une longueur d'avance. Mais alors, attends, parce que dans l'industrie de la 5G, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, où j'avais appris énormément de choses à cette occasion-là, où tu m'expliquais aussi que dans la 5G, il y a ceux qui font les infrastructures, comme Huawei ou comme Nokia, Ouais. et ensuite tu as des sociétés comme Samsung et d'autres acteurs en Corée qui vont installer un petit peu les antennes pour qu'on puisse effectivement recevoir la 5G sur nos devices. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit rappel en fait de comment ça fonctionne là, ce monde-là, et aussi après de discuter de ce qui fait que la Corée est si particulière par rapport à ça? Ben, en fait, dans la 5G, et c'est d'ailleurs ça qui est un peu stratégique, c'est pour ça que les USA montent un peu les dents, c'est que le corps réseau, le core network, là où toute la donnée va transiter et va gérer le dispatching du réseau, ça c'est extrêmement stratégique parce que c'est un peu le cerveau en fait. Et en Corée, il y a Samsung maintenant qui s'est mis dedans et donc qui prend pas mal de parts de marché parce que Samsung est des puissants ici. Et donc ça c'est hyper stratégique. Donc il y a Huawei qui est dedans, il y a Nokia qui est dedans, il y a Ericsson qui est dedans et il y a Samsung qui arrive et qui se positionne très bien. Et donc après ça, une fois que quelqu'un a le corps du réseau, et ben, il y a plein de petits enseignes relais parce que c'est une nouvelle technologie. C'est pas juste une antenne comme il y avait la 4G. Maintenant, là, c'est des petites cellules, des microcells, un peu partout dans la ville. Et ça, ben, il y a plusieurs vendeurs. Et donc là, ben, il peut y avoir Samsung, il peut y avoir Huawei, il peut y avoir Ericsson, il peut y avoir Nokia, en fonction des pays. En Corée, c'est assez diversifié. Okay, mais si je comprends bien, donc tu as ceux qui bâtissent les grosses infrastructures, qui est un peu l'antenne, on va dire, émettrice, et ensuite tu as des antennes relais. Ouais. Et si je comprends bien, Samsung, dans ce secteur de cette grosse antenne émettrice qu'est la 5G, qui est le cœur de la 5G, sont arrivés finalement un peu plus tardivement que les autres acteurs que tu as mentionnés. Alors comment ça se fait qu'en Corée, du coup, on puisse être aussi pionnier dans la 5G, alors que en fait, les acteurs locaux en fait, y arrivent un peu plus tardivement que les autres? Parce qu'on a fait appel aux technologies étrangères en fait, longtemps pour pouvoir déployer ça ici. Exactement, donc la 4G c'était beaucoup Huawei ici, avec Ericsson et Nokia, et ensuite la 5G, maintenant Samsung avait développé en interne sa 5G, la technologie, et forcément en étant un acteur local, déjà politiquement c'est intéressant de prendre l'acteur local, et donc forcément il vaut mieux développer une boîte coréenne dans cette technologie qui est clé, et donc Samsung a forcément pris beaucoup de parts de marché en Corée, mais toujours avec le corps Samsung ou autre, mais avec une diversité dans les autres parties du réseau. Et du coup, les autres acteurs coréens qui sont présents dans cet écosystème 5G, c'est des entreprises comme qui? Est-ce que LG par exemple y est? Alors, LG par exemple, LG a un réseau. Par exemple, LG U+, elle a un réseau. Donc LG U+, par exemple, a plus d'1 million de subscribers à la 5G. Donc ils ont vraiment une base de clients qui comme en France on aurait Orange ou SFR. Ici c'est LG U+, donc LG U+. Et ça fait partie du groupe LG. Évidemment LG a plein de parties, mais ces gros groupes ont une puissance dans l'électronique, dans le network, dans le chemicals, et LG est un opérateur téléphonique ici en Corée. Okay. Et donc forcément est un acteur de la 5G maintenant. Ouais. Et du coup en termes d'usage, parce qu'on parle de la 5G comme nous la perception qu'on a en général, c'est que la 5G c'est juste de l'internet très très rapide. Mais du coup parfois on a du mal à voir quels sont les usages que ça implique derrière, en dehors de pouvoir regarder une vidéo très rapidement, de télécharger plus vite, etc. Ça va être par exemple un jeu vidéo, il va être extrêmement réel, donc les données vont arriver hyper vite, mais aussi par exemple dans le healthcare, on va pouvoir même opérer à distance. La clé, c'est le transfert de données, c'est le gigabyte par seconde. Par exemple, si jamais quelqu'un à distance peut opérer quelqu'un,
il faut que ce soit la donnée et il faut surtout que le réseau soit efficace et robuste, parce que si ça casse, à ce moment-là, c'est dramatique. Et donc tout ça va permettre à ce qu'on ait confiance en un réseau qui permet énormément de possibilités. Par exemple, dans les usines, pour connecter toutes les machines ensemble, le Wi-Fi ne fonctionne pas, c'est pas assez robuste, ça ne permet pas assez de transfert de données. Et donc ça, si on amène par exemple dans les usines de la 5G privée, on va pouvoir connecter tout ensemble, on va même pouvoir connecter les travailleurs sur place, amener plus de sécurité, on va pouvoir même amener une meilleure reconnaissance de la qualité en fonction des images, on va pouvoir amener plein de formes de use case qu'on appelle, qui ne sont pas permis aujourd'hui. Et donc surtout amener aussi de l'automation, qui va permettre à l'usine d'être plus rentable, d'être plus sûre et d'être plus efficace. Et on va connecter aussi de l'IoT, plein de sensors ensemble. Parce que du coup, tu as évoqué quelque chose que j'ignorais moi, c'est que tu peux créer du coup des environnements 5G privés dans certains contextes comme les usines, et du coup en fait tu bénéficies d'un réseau interne complètement high speed dans par exemple les usines ou dans certaines entreprises, etc. Donc ça c'est possible aujourd'hui. Ouais, voilà, et c'est ça, la 5G en fait c'est une toute nouvelle technologie, donc c'est hyper disruptif. Donc aujourd'hui pour le commun des mortels, pour nous qui sommes dans la rue, petit à petit ça va amener en fait plein, parce qu'on va pouvoir développer plein de nouvelles applications. Et donc ne fût-ce que par exemple vous allez pouvoir visiter un appart sur votre téléphone en VR ou en AR, et ça dans 10 ans ça va être normal. Mais ça c'est grâce à la 5G, c'est grâce à un transfert de données qui est énorme. Et donc ça c'est aussi possible en B2B, donc via dans les usines ou alors même dans les aéroports. Au lieu d'utiliser un Wi-Fi, on va utiliser un réseau privé, ne fût-ce parce que c'est plus sûr et il y a moins d'interférences. Parce que le Wi-Fi c'est une seule fréquence, tandis que la 5G est sur plusieurs fréquences. Et donc ils peuvent choisir la fréquence la plus sûre en fonction de là où ils sont, dans quelle industrie ils sont. Je comprends. Tout à l'heure, il y a un truc qui a attiré mon attention, sur lequel j'aimerais revenir. C'est tu as parlé de ces smart cities qui existent en Corée du Sud, qui se basent sur la 5G pour se développer. Comment ça fonctionne en fait une smart city, et qu'est-ce qu'elle a de différent en fait des villes qu'on connaît aujourd'hui? Par exemple, prenons le cas de Sejong, ça va être une ville intelligente, parce que ne fût-ce qu'un écosystème, il faut un réseau robuste. Si votre réseau ne fonctionne pas, plus tard il y aura quoi? La voiture sera connectée au réseau, le bus, finalement toutes les routes. Si jamais une voiture est là, le feu va être rouge, et donc il y aura même les feux rouges seront intelligents et seront connectés au réseau. Même l'électricité, le smart grid, donc le fournisseur d'électricité sera connecté, sera intelligent en fonction des demandes, va s'adapter, va stocker l'énergie. Donc tout ça sera connecté en un. Et ça, par exemple, même imaginons quelqu'un tombe par terre, et le trottoir est intelligent, sait qu'il y a une image. Une caméra connectée va savoir que quelqu'un est tombé, qui ne se relève pas après quelques secondes, et que donc il peut appeler l'ambulance. Les autorités qui vont envoyer l'ambulance, ou peut-être celui qui contrôle va attirer son attention, et lui, l'œil humain va voir. Ça va. En fait, toute la ville va être intelligente. Et ça, c'est déjà le cas en Corée avec Sejong. Et par exemple, le gouvernement, là encore, a énormément aidé, dans le sens où ils ont transféré des ministères à Sejong, pour justement pousser à ce que les habitants aillent vivre là-bas. Parce qu'évidemment, si les ministères sont déjà là-bas, ça amène de l'activité. Et ça, c'est brillant. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que la Corée, dans ce secteur-là, là j'aimerais par exemple que tu t'adresses à quelqu'un qui ne connaît pas et qui est dans le milieu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut venir découvrir ou apprendre en Corée par rapport justement à ça, à tout ce qui est technologie et 5G? Mais alors, vraiment en Corée c'est assez ouvert. Par exemple, même les smart cities, vous pouvez aller les visiter. Donc vous pouvez aller voir même le corps au milieu, donc le corps network qui gère, l'administration ouvre, ils organisent des visites. Et puis même partout en Corée, on voit à quel point la technologie a avancé. C'est quelque chose qui frappe assez rapidement dès qu'on arrive. Et donc quelqu'un qui est dans ce domaine, tout de suite va être émerveillé, et on apprend. Il y a plein de conférences, il y a plein d'events, il y a plein de shows, il y a le monde entier qui vient ici, parce que le marché est là, parce que la technologie est là, et parce que les talents sont là. Toi personnellement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou impressionné quand tu es arrivé en Corée, d'un point de vue comme ça, technologie, des choses que tu ne voyais pas ailleurs et que tu as remarqué en Corée?
Moi, je trouve que la connectivité des gens est énorme. C'est impressionnant comme les gens sont toujours connectés. Et donc, dès qu'on est quelque part, il y a toujours une connexion quelque part. Donc, tout le monde est... Il y a toujours du LTE ou un Wi-Fi ou alors une application, un QR code où on commande via ça. Mais en même temps, ça reste humain. Il y a toujours du monde, c'est actif. Et donc, quand on arrive ici, moi, je viens plutôt d'un petit village où je galérais à trouver du réseau. Et donc quand je suis arrivé ici, j'ai fait évidemment c'est peut-être pas la même chose, mais c'est hallucinant comme tout est connecté, où il y a toujours une application qui te permet de rendre le plus facile, et il y a une compétition, et finalement cette compétition amène une technologie énorme, parce que il y a toujours un mec derrière qui va être meilleur que l'autre, et qui arrive avec une technologie, et c'est ça qui pousse l'innovation. C'est le marché qui est puissant. Et du coup, en termes de, là tu parles d'innovation, est-ce que tu as pu voir soit des startups ou des projets que tu utilises peut-être au quotidien, ou des choses qui t'ont marqué en termes de services, soit des applications, soit des choses comme ça? Moi en Corée, j'utilise pas toutes les applications, clairement parce que je parle pas assez bien coréen. Ouais. Mais déjà en termes de services, ne fût-ce que par exemple sur Market Curly, vous commandez, vous avez ça le lendemain matin, c'est sûr. Donc si vous commandez avant minuit, vous l'avez même à 5h du matin. Donc la vitesse d'exécution, c'est impressionnant, parce qu'il y a quand même derrière, il faut se dire, il y a un réseau logistique. C'est pas je commande quelque chose et on l'a. Non, c'est une machine derrière qui arrive à ce que en quelques heures, le produit soit dans un paquet, il soit dans le camion du livreur et ensuite devant votre porte quelques heures après. Et, c'est hallucinant. Pour précision, Market Curly, c'est des gens qui livrent des produits frais d'alimentation. Oui. Voilà. Donc tu peux effectivement commander à minuit tes légumes, tes fruits, et puis ils arrivent à 5h du matin, bien packagés, frais, devant ta porte, pour que tu puisses consommer directement. Exactement. Nous on commande des salades de temps en temps le dimanche soir, et le lundi matin c'est là quoi. Pour aller au bureau, elle est là à 6h du matin, je la prends à 7h, je vais au bureau. Ouais, donc c'est vrai, tu as raison. En fait, la Corée, finalement, c'est pas que en termes d'infrastructure, mais c'est toute l'infrastructure plus les usages et les services en fait qui se développent autour de ça et qui essayent en tout cas de rendre la vie des gens de plus en plus facile, pratique et rapide. Il y a aussi forcément des dérives par rapport à ça, mais c'est tout ça qu'il faut analyser, découvrir et venir apprendre en Corée. Exactement. Il y a un truc que j'aime beaucoup dire avec la Corée, c'est que c'est un pays qui se mérite. C'est un pays intéressant vraiment, où j'ai habité à Singapour, j'ai habité en Thaïlande, et c'est assez, en fait, c'est des pays où ça arrive, c'est assez simple. Ici, on arrive en Corée, déjà, on prend une claque, parce que c'est vraiment un pays qui est intéressant dans ce sens-là, où c'est complètement différent, et c'est en avance sur énormément de choses. Donc, dès qu'on arrive, on est... Waouh. Mais quand tu dis « ça se mérite », quand je dis que ça se mérite, c'est qu'au début, en fait, personne nous attend ici. C'est pas facile. C'est pas facile. On nous attend pas et on n'a pas besoin de nous. On n'a surtout pas besoin de nous. Et donc il faut se battre ici. Il faut avoir envie, il faut montrer. Mais ensuite, une fois qu'on a fait les choses qu'il fallait faire, on s'est battu. Le pays nous accepte et là on découvre des choses. On va là, on se trompe, puis on va là. En fait, là c'est génial. Et donc tout n'est pas sur Google. Donc finalement c'est agréable parce que même rien n'est sur Google. Rien n'est sur Google. Voilà, on n'utilise pas Google, exactement. On utilise l'équivalent qui est Naver. Voilà, tu connais bien la Corée.